Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony, ça change pas les amis. Et j'espère que vous avez la pêche. Je change un petit peu l'intro, je viens de me rendre compte, mais c'est pas grave, on est chaud. On commence tout de suite par l'actualité personnelle et c'est parti. Et les amis, s'il y a quelqu'un qui travaille dans une tutelle, je pense que là on a une personne qui est portée disparue. Faudrait commencer à alerter les autorités parce que la tutelle, j'ai aucune, mais strictement aucune nouvelle. Donc là, tu sais quoi, j'ai mis le projet de côté, je m'en fous un peu, je vais laisser tourner. Ça me fait plus de mal pour la personne qui vend ou qui est obligée de vendre parce qu'au final, son bien est en vente et il n'arrive pas à... La tutelle, merde, sors-toi les doigts du cul. Voilà, c'est dit. Ensuite, bah, vous savez quoi, j'avais aucune actualité personnelle en fait. Et juste avant d'enregistrer ce podcast, il y a quoi, il y a 2 heures, 3 heures, j'ai reçu un appel enfin de mon banquier. Parce que je lui dis, je l'avais envoyé un mail, je fais attends, ça fait quand même plus bientôt que 10 à 12 jours que j'ai fait la demande, qu'on a envoyé la demande au Crédit Logement. Pas de nouvelles. Donc j'ai une relance, pas de réponse. Je me dis attends, tu sais quoi, je l'appelle. Malheureusement, il était en rendez-vous. Donc il me recontacte juste après. Et tout ça, je vous donne toutes ces informations-là, mais ça n'a aucune importance. Clairement. Désolé les amis. Non, en fait, il m'appelle tout à l'heure et puis il me dit ouais, je sais pas si vous vous souvenez un peu de mon financement. C'est un financement de 120 000 euros et je mets 17 000 euros d'apport. Ok? Pour vous remettre un peu dans le contexte. Eh ben, Crédit Logement a décrété que je mettais pas assez d'apport. C'est dingue, c'est dingue. C'est une grosse blague. Mais Crédit Logement, putain, arrêtez de faire du zèle parce que c'est. Franchement, ça commence à être saoulant. Ça commence à être saoulant. Putain, je mets quasiment 20% d'apport sur un projet de merde en plus. C'est 120 000 balles. C'est rien. Euh, Putain, ça m'énerve. Je te jure, ça m'énerve. Bref, dossier envoyé en hypothèque déjà en début de semaine, donc j'aurai une réponse la fin de semaine, je pense. Bon, mon banquier, bon, il m'a dit qu'il s'avançait pas trop, mais qu'il y avait normalement qu'il devrait pas avoir de soucis. Mais bon, les paroles s'envolent, les écrits restent, comme on dit. Bref, tout ça pour dire que bah, ça s'est durci, les amis, ça s'est durci. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bah écoutez, pas grand-chose. Là, je suis en train de voir pour changer de comptabilité, changer de comptable. À l'heure actuelle, je suis à je déclare mon meublé.fr ou .com, je sais plus. Et bon, je me suis rendu compte que c'était pas une formule que j'appréciais fortement, même si le prix était relativement convenable. Mais bon, on en avait pour son argent, quoi. Mais c'était pas fameux. C'est-à-dire que j'avais une comptable qui était pas, c'était pas la folie. C'était pas la folie, qui comprenait pas toutes mes demandes, etc. Donc là, pour 2022, je pense que je vais changer. Justement, juste avant d'enregistrer ce podcast, j'étais avec un cabinet de comptabilité. Et puis je pense que je vais bosser avec eux déjà cette année pour voir. Parce que c'est des investisseurs, pardon. Donc, qui connaissent pas mal, quoi. Sinon, les amis, à part ça, c'est déjà pas mal. Ce sera déjà une bonne intro au podcast. En tout cas, j'espère que vous, c'est pareil, hein, qu'il se passe de bonnes choses, qu'il y a du changement, il y a de l'action, qu'il y a du move, qu'on va en visite, qu'on fait des offres, voilà, qu'on avance, quoi.
Bon, on va commencer directement par l'actualité immobilière. On commence tout de suite par Pierre et Vacances. Jackpot, on commence directement par la Rolls-Royce de l'investissement. Pierre et Vacances tente une nouvelle offre pour dédommager les propriétaires bailleurs. Le groupe cherche à trouver un accord avec les propriétaires bailleurs pour compenser les loyers qui ont été perdus depuis le début de la crise du Covid. Le groupe propose désormais, pour la période entre mars 2020 et juin 2021, de payer 11 mois de loyer contre 8,5 dans l'offre précédente. Tout ça selon un communiqué. Les loyers restent versés à 100% à partir de juillet 2021. En contrepartie, les bailleurs signataires de ce nouvel avenant renonceront au versement de toute indemnité envisagée par l'État et à la remise de bons de séjour d'une valeur de 2700 euros, tels que ces engagements figuraient dans l'avenant de septembre. Que dire? Que dire? Bon, on en a déjà parlé, hein, je me souviens qu'on avait fait plusieurs épisodes au niveau de l'actualité immobilière en plein Covid sur toutes ces résidences de tourisme qui sont un peu de la daube. Ouais, clairement, c'est de la daube. Les amis, j'espère que vous faites pas de Pierre et Vacances, vous faites pas de, tu sais là, les résidences étudiantes là non, tu sais où là où t'achètes un bien puis c'est loué en mode tourisme. Tout ça, putain, mais c'est de la daube. Faites-le vous-même, les amis, faites-le vous-même. Ça sera plus bénéfique. Là, on voit bien que, bah voilà, hein, c'était soi-disant garanti à 100%, ce type d'investissement. Bon, on s'est rendu compte que crise du Covid, il n'y a plus rien garanti à 100%, hein. Et donc là, le pire dans tout ça, c'est que bon, ils font des surenchères parce qu'il y avait eu. Imaginons que. Attends, t'avais perdu entre mars et juin 2021, donc t'as perdu mars, avril, mai, juin. Donc t'as perdu 15 mois. T'as perdu 15 mois de loyer. Et les mecs, ils te sortent donc la première offre, c'était on va te payer 8,5. Bon, à peu près la moitié quoi. Il manque un peu la moitié des loyers, mon ami. Et puis, deuxième offre, 11 mois de loyer sur 15. Je suis désolé, mais les comptes sont pas bons. Les comptes sont pas bons. Tu me dois 15 mois de loyer garanti, tu me payes 15 mois de loyer. C'est tout. Donc, bon, j'espère que ça sera un bon exemple, les amis, pour vous, de ne pas investir dans ce type d'investissement, tout simplement. Allez, on continue. Les mises en vente de passoires thermiques s'accélèrent dans les grandes villes. Les Français sont-ils en train de se débarrasser de leurs passoires thermiques, faute de pouvoir les rénover à temps? Une étude du site sologer.com montre une progression inédite des mises en vente de logements les plus énergivores. Sur les 40 grandes villes passées au crible, 23 d'entre elles affichent ainsi d'importantes progressions de vente de logements énergivores. C'est à Rennes que le mouvement est devenu le plus fort, avec une hausse de 74% des annonces de vente pour des logements ayant une étiquette E, F ou G. Il faut savoir que, les amis, je vous fais un petit rappel, hein, mais la loi climat qui a été adoptée le 22 août consacre un volet à la lutte contre ces passoires thermiques. Et donc, pour convaincre tous les propriétaires de rénover leur logement, le texte prévoit des interdictions de mise en location, des interdictions d'augmentation et d'indexation du loyer. Et en 2025, les logements classés G ne pourront plus être loués. Et ce sera autour des étiquettes F en 2028 et puis E en 2034. Autant vous dire que c'est demain, les amis. C'est demain. Donc, et moi, je pense que là, il y a clairement des bons coups à faire. Il y a des bons coups à faire parce que euh, va acheter moi, ça fait partie maintenant. Clairement, ça fait partie de mon argumentaire pour négocier des prix. Parce que moi, je fais un peu le, comment dire, un peu bébête, hein. Mais je prends le DPE, je fais oh là là, le DPE, il est G. Vous savez que dans 2 3 ans, je pourrai plus louer, il va falloir que je fasse des travaux, etc., etc. Ça passe ou ça casse, hein. Mais clairement, c'est une aubaine pour certains, parce que tu vas pouvoir acheter moins cher. Tu vas devoir faire des travaux, bien sûr, pour remettre le bien aux normes dans les bons DPE, mais tu peux t'en sortir pas mal.
Et donc, dis-toi que du coup, ils ont fait une petite étude, mais pour faire passer un logement d'une étiquette G, DPEG, à un DPED, il faut compter, selon les estimations, 50 000 euros de travaux. Je peux te dire que c'est un budget trop conséquent pour certains ménages, parce que même avec les aides publiques, il y a encore un reste à charge euh, énorme, plus ou moins lourd selon les ménages. Donc, il y a aussi une autre difficulté, c'est que si tu n'as pas l'argent pour faire financer ces travaux, tu fais quoi? Eh ben, tu vas recourir à un crédit travaux. Et c'est pas dit que tu vas l'avoir, ce crédit travaux. Donc, l'un dans l'autre, tu vois, c'est quand même compliqué. Et je pense que ça va être des biens qui vont tomber dans des mains d'investisseurs pour être rénovés et remis sur le marché. Et ça va être jackpot pour certains. Et donc, on nous dit aussi, et donc à la fin de l'article, en gros, la revente, bah, c'est une option qui est beaucoup plus privilégiée euh, par de plus en plus de locataires, de propriétaires, pour se débarrasser de ces passoires thermiques. Parce que derrière, ils peuvent pas en fait. C'est un bien que, au final, tu vas être interdit de louer, mais t'as pas l'argent pour faire les travaux. Tu vas faire comment? Bah, tu fais pas, tout simplement. Tu fais pas et tu mets en vente. Et puis tu te fais saigner parce que il y a personne qui va vouloir acheter ton bien à part des investisseurs. Alors bon, vu l'euphorie du marché actuel, peut-être que ton bien de merde, tu vas réussir à bien le vendre, mais profites-en maintenant, parce que le jour où ça retombe, tu vas te faire asmater, clair et net. Donc voilà, ça c'était pour les passoires thermiques. On continue avec le prêt immobilier. Et c'est comment dire, c'est une actualité immobilière avec un petit goût sucré, tu vois. Euh, le Crédit Mutuel supprime le questionnaire de santé pour ses clients. Le groupe bancaire a annoncé ce mardi qu'ils allaient supprimer le questionnaire de santé et les formalités médicales qui étaient auparavant demandées obligatoirement pour bénéficier d'une assurance emprunteur. Une annonce qui concerne les acquéreurs d'une résidence principale, il faut le préciser. Également, il y a aussi comment dire, mince, j'ai perdu le mot. Une autre, bref, je vais continuer, tu vas tout de suite comprendre. Il faut savoir que les clients éligibles qui sont déjà titulaires d'une assurance emprunteur au Crédit Mutuel, eh ben, ils verront leur éventuelle surprime, c'est-à-dire que si tu as t'as passé le questionnaire de santé et puis on s'est rendu compte que effectivement tu es quand même quelqu'un à un risque, on t'a mis une surprime pour compenser ce risque, et ben faut savoir que dorénavant, on va gommer cette surprime et puis même si tu as été exclu de l'assurance emprunteur et que tu as dû aller chez quelqu'un d'autre, etc., eh ben, tu auras l'opportunité de revenir directement au Crédit Mutuel pour reprendre ton assurance là-bas. Faut savoir que cette mesure, c'est pas gratuit. C'est pas pour le bénéficiaire, mais pour le Crédit Mutuel, ça va coûter jusqu'à 70 millions d'euros. 70 millions d'euros par an. Important quand même. C'est quand même une mesure qui coûte plutôt pas mal au Crédit Mutuel. Mais par contre, je tiens à souligner que c'est énorme. C'est énorme. C'est quand même c'est un pas, comment dire, un pas de géant pour toutes ces personnes qui ont des problèmes de santé, toutes ces personnes qui sont refusées. Donc c'est plutôt une avancée. Alors clairement, c'est pas quelque chose d'hyper utile pour nous investisseurs, mais par contre, pour les personnes, comment dire, banales, les personnes lambda, c'est hyper cool et je trouve ça bien, tout simplement. Je trouve ça hyper bien et je tenais à le souligner. Du coup, il y avait aussi une autre. Il y avait des autres. Purée, mais j'arrive pas à remettre ce nom, à trouver le mot sur ce que j'ai envie de dire. Euh, Bref, ce dispositif va être applicable aux clients ayant leurs revenus principaux domiciliés au Crédit Mutuel depuis plus de 7 ans. C'est-à-dire que si tu viens de venir au Crédit Mutuel pour faire une demande de prêt, malheureusement, ce ne sera pas pour toi. Par contre, si tu as tes comptes
personnel depuis 7, 8, 9, 10 ans, cette mesure va pouvoir s'appliquer à toi. Par contre, il y a une autre condition. Purée, voilà, j'ai enfin trouvé le mot condition. La deuxième condition à ça, c'est que on va pouvoir assurer un montant jusqu'à 500 000 euros par emprunteur et 1 million pour un couple. Il faut savoir que si tu vas monter à plus de 500 000 euros, ça ne jouera pas. Donc du coup, on va rebasculer sur le système classique. Mais il faut savoir que jusqu'à 500 000 euros par emprunteur, tu n'auras plus de questionnaire médical. Et ça, c'est plutôt sympa. Allez, on continue tout de suite les amis. Et ça fait écho avec mon actualité personnelle. Il faut désormais près de 30 000 euros d'apport en moyenne pour obtenir un prêt immobilier. Le courtier Finance Conseil monte une progression de plus de 13% de l'apport moyen cette année par rapport à l'année dernière. On frôle les 30 000 euros par achat contre 25 000 euros en 2020. Des données qui vont dans le même sens que celles de l'Observatoire du Crédit Logement qui annonçait déjà la semaine dernière qu'en octobre, le niveau de l'apport personnel réclamé par les banques était en hausse de 26% par rapport à l'avant-crise. Bon, j'ai quand même envie de mettre des petites guillemets ici. On s'adresse clairement sur le profil d'emprunteur global, hein. On n'est pas sur de l'investissement locatif. On est sur des personnes qui vont acheter leur résidence principale, leur résidence secondaire, etc., etc., mais très peu sur du locatif. De là à faire monter l'apport à autant, déjà tu vois, on nous dit que l'année dernière en 2020, il fallait déjà mettre 25 000 euros d'apport. C'était pas une généralité non plus, surtout pour nous investisseurs. Donc là, clairement, 30 000 euros, je pense pas arriver à ce point-là. Quoique, peut-être pour des gros montants, ça pourrait jouer. Mais moi, en tant qu'investisseur, je suis pas autant d'apport. Ça me paraît un peu gros, un peu gros. Après, bien sûr, tout va dépendre du montant du projet, hein. Si tu me sors un projet à 3 millions et que tu mets 30 000, on est bien. On est plutôt bien. Bon, c'est tout pour l'actualité immobilière de la semaine. On commence tout de suite avec la question de la semaine. J'en ai pris trois. J'ai pris trois questions. Place à la première question. Bonjour Anthony, j'ai une question pour un fin connaisseur. Est-ce que c'est vraiment utile de changer son assurance emprunteur? Cet été, avec ma compagne, on a acheté notre RP. On est passé par le Crédit Agricole, car j'y suis depuis très longtemps. On a pris l'assurance chez eux. Maintenant, on réfléchit à changer, mais on se demande si c'est vraiment intéressant. Merci de ton retour. Qu'est-ce que je peux te répondre? Tout va dépendre de ce que tu attends. Est-ce que tu veux faire des économies immédiates ou tu veux être mieux assuré? Voilà, il va falloir, en fait, tout ça va dépendre de plein de choses. Déjà, premièrement, ce que je te conseille de faire, c'est si tu fais un comparatif, il faut bien lire les deux contrats parce que tu peux être mieux protégé avec un contrat fait dans ta banque qu'un contrat que tu vas faire une délégation d'assurance. Maintenant, il faut voir est-ce que ta banque va accepter que tu fasses une délégation d'assurance pour une assurance qui est moins bien, etc., etc. Après, tu peux avoir effectivement l'assurance dans ta banque et la délégation qui est moins chère mais qui couvre les mêmes choses. Et dans ce cas-là, ça va dépendre de plein de choses. Si tu as envie de faire une relation long terme, et il faut établir une relation de confiance avec ton partenaire bancaire, et bien très clairement, non, fais pas de délégation d'assurance. Et si tu as envie de faire financer d'autres choses, etc., etc., non, fais pas de délégation d'assurance, ça sert à rien. Parce que euh, si tu fais une délégation d'assurance, tu sais, le banquier, avec l'obtention d'une demande de prêt, avec le crédit, ça leur rapporte quasiment rien. D'accord? Ça, il faut être très clair. J'arrête pas de le répéter, mais une banque avec un crédit, ça gagne quasiment plus rien. Quand tu vois les taux, c'est des miettes qui mangent. Donc ils vont gagner de l'argent vraiment sur tous les produits dérivés. Assurance, emprunteur, euh, des assurances pour toi, l'assurance de ta maison, des PNO, etc., etc. Plus tu vas mettre de choses chez lui, mieux il est gagnant. Mieux il gagne, ton conseiller est content, il fait du chiffre,
il, il atteint ses objectifs, etc., etc. Maintenant, il sera plus enclin, du coup, à avoir une relation gagnant-gagnant et peut-être à te financer autre chose. Maintenant, si tu fais le cas contraire, tu prends ton prêt chez lui et du coup, tu prends son assurance emprunteur et puis tu dis, oh putain, elle est chère, je vais changer. Mais par contre, derrière, tu avais envie de financer, je sais pas, quelque chose d'autre. T'as juste un compte chez lui, puis t'as même pas domicilié tes salaires, tu veux retirer ton assurance de prêt, t'as zéro assurance chez lui, tu le fais pas manger, etc., etc. Est-ce que tu penses vraiment que lui va se prendre la tête à monter un dossier bancaire pour toi, pour te faire financer quelque chose, en plus, alors que tu le fais pas manger? Non, clairement non, parce que monter un dossier bancaire, ça prend du temps, ça demande de l'engagement de ton conseiller, et s'il fait ça pour rien du tout, tu sais, moi je peux le comprendre, hein, tu montes un truc, tu vas défendre le dossier et compagnie, puis derrière, t'as aucun retour, moi je serais comme eux, je monte pas le dossier bancaire pour rien. Moi je veux de l'assurance derrière, je veux plein de choses. Donc voilà, ce que je peux te répondre, c'est est-ce que tu as envie d'une relation long terme? Oui, dans ce cas-là, tu gardes ton assurance, même s'il est un peu plus cher. Et si t'as pas envie d'une relation long terme, eh ben fais ta délégation d'assurance. Vous savez, il y a 2 ou 3 épisodes, je vous ai parlé de ma PNO. Ma PNO, elle est au LCL. La PNO, elle me coûte 14 ou 15 balles. La PNO. J'en ai 4 chez lui. Ça me fait du coup 60 balles par mois. Ça fait 720 euros à l'année pour une PNO. C'est énorme, c'est énorme. C'est beaucoup trop cher, je le sais. Mais par contre, derrière, c'est une relation gagnant-gagnant. Il me fait plaisir en me finançant des biens. Bah moi, je le fais plaisir, je le fais manger. Par contre, le jour où il commence à parler thaïlandais pour ouais, à me dire oui, bon, attends, etc., etc., je lui rappelle bien que tout ce que j'ai pris, des choses que je n'utilise absolument pas en plus de ça. J'ai une assurance, je sais même pas pourquoi, elle me coûte 17 balles sur mon compte. Je sais même pas c'est quoi. Je l'ai pris juste pour lui faire plaisir. Il m'a dit ouais, ça serait bien que tu me prennes ça pour que j'atteigne mon objectif. Je lui ai fait, ça l'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Et voilà. Maintenant, le jour où voilà, il commence à parler thaïlandais pour me dire ouais, non, non, moi je coupe tout. Je coupe tout. Et je vais voir ailleurs, tout simplement. Et quand tu vas voir une autre banque où tu peux lui dire, ok, dans ce cas-là, tu me finances, moi derrière, je te mets 7-8 PNO, je te mets mon assurance, je te mets un compte, je te mets X rentrées par mois. Voilà, t'as des arguments après, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je peux te répondre. J'ai un peu bifurqué dans mes explications, mais grosso modo, voilà, long terme, court terme. Deuxième question. Lors d'une vente avec une moins-value, peut-on déduire la différence lors d'un bilan comptable? Je suis au LMNP. Oui, effectivement, j'aurais pu le savoir par ma comptable. Oui, j'aurais pu le savoir par ma notaire, mais les réseaux sociaux sont souvent plus réactifs. Merci de ton aide. Bah écoute, moi, il n'y a pas de souci. Franchement, pas de problème. Est-ce que tu peux déduire une moins-value? Clairement, mon ami. Non, non, je sais que c'est dégueulasse parce que quand tu fais une plus-value, l'État est là. Par contre, quand tu fais une moins-value, l'État n'est pas là. C'est dégueulasse, mais malheureusement, non. Il y a pas 100 000, il y a pas 100 000, il y a pas 100 000 réponses. Et non. Moins-value, c'est pour ta pomme. Plus-value, tu partages avec tout le monde. Voilà. Troisième et dernière question. Bonjour, je me pose une question. J'ai une locataire qui est partie et qui avait un loyer sous-évalué. La ville est soumise à l'encadrement des loyers et je ne peux pas augmenter le loyer autrement qu'en faisant des travaux. Néanmoins, il faut savoir que j'ai une amie qui est intéressée par cette location car on est en zone tendue. Est-ce que je peux, si elle est d'accord, de dépasser les cadres de l'augmentation légale? Si par exemple elle me fait des travaux en contrepartie, de quoi elle obtient en gros un rabais sur son loyer. Merci pour tes tips et bonne journée à toi. Alors, il faut savoir que l'augmentation du loyer est possible
si le loyer actuel est manifestement sous-évalué par rapport à tous tes biens qui sont en location dans ta zone, pour des biens similaires bien sûr. Euh, Moi ce que je ferais c'est que j'augmenterais, tu vois. Je préparerais quand même un dossier avec comment dire, des biens qui sont sur le bon coin, etc. Et tu te bases sur plusieurs critères. La superficie, l'état, les loyers bien sûr, etc., etc. Et tu montres que ton bien, pour des choses équivalentes, on est clairement sous-évalué. Tu gardes ça sous le coude, comme ça le jour où on vient te choper et te dire hop 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 hop, tu faisais 300 € de loyer, t'es passé à 600. Il y a un problème. Et bah tu sors ton dossier, tu dis écoutez, c'est simple. Effectivement, je louais à 300 € parce que je l'ai loué, je l'ai acheté comme ça. Il s'était sous-évalué quand je l'ai acheté. Maintenant, on s'est rendu compte que effectivement, on est dans une zone tendue et que je peux pas augmenter le loyer. Par contre, manifestement, mon bien était sous-évalué. Le prix du marché était de temps, le prix du mien était de temps, etc., etc. Tu as préparé ton petit dossier, il est clair, net, carré, précis. Pas de souci. Maintenant, clairement, moi je te le dis, euh, moi je mettrai le prix juste et je dirai rien. Parce que faut savoir que, alors effectivement, tu as quand même un risque que ça se découvre comme ça, etc. Effectivement, oh my god, tu vois. Maintenant, la chance que ce soit ta locataire qui commence à t'attaquer pour te dire oui, il y avait un loyer de temps, maintenant il est de temps, c'est pas normal, etc., etc. Faut savoir que c'est long, c'est compliqué. Et surtout, si tu mets juste le prix normal. Si tu mets le prix normal, t'abuses pas, etc., moi je vois pas le problème. Moi clairement, je te dis, ta locataire part, tu remets en location et tu mets ton loyer, tu mets le bon loyer, et basta. Pas de souci. Après, je te dis, tu fais ton petit dossier clair, net, carré, précis, et le jour où, si jamais on vient te choper, eh ben, tu sors ton petit dossier. Et puis voilà. Voilà les amis, c'était les questions de la semaine. Petite promo pour le podcast, ça fait longtemps quand même. N'hésitez pas à partager ce podcast. Graines d'investisseurs, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, parlez-en à des amis, faites connaître le podcast. Vous pouvez aussi me contacter pour tout ce qui est questions, etc., etc. Vous me contactez sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Anthony, Anthony, tiré du bas, THRD. C'est mon Instagram. Effectivement, il faudrait peut-être que je pense à faire un blaze un peu plus accessible parce que des lettres par-ci par-là, je peux comprendre que ce soit galère à retenir. Et c'est pour ça que dans la description de ce podcast, je vous mets tous les liens pour me contacter, les amis. Sinon, vous n'hésitez pas à vous me contacter, vous m'envoyez vos petites questions, vos petits retours de podcast, etc. Et du coup, ça me fait grave, grave plaisir déjà, premièrement. Et je reviens aussi sur des messages que j'ai reçus. Alors, j'ai encore eu des félicitations pour ma petite. Encore un gros merci à vous, les amis. J'ai également eu des retours par rapport au podcast de la semaine dernière sur. Donc, c'était la fabuleuse histoire de Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, ou pas, si vous avez écouté ce podcast. Et du coup, c'est un podcast qui vous a assez plu. J'ai eu quelques retours pour me dire que c'était top ce type de podcast. Donc, c'est une idée que je garde dans un coin de ma tête. Le jour où j'ai envie de vous refaire un descriptif de film comme ça, bah, ça sera avec plaisir, les amis. Bon, il y en a plusieurs, hein. Il y a par exemple le Loup de Wall Street, il y a l'histoire de l'entraîneur de baseball avec Brad Pitt. Comment il s'appelle ce film? C'est Moneyball. Yes, Moneyball. Vraiment pas mal. Donc voilà, ouais, c'est je le garde dans un coin de ma tête et je vous ferai d'autres épisodes similaires comme ça sur ce type de film. Allez, on reprend le fil du podcast et aujourd'hui, on va parler du viager. On va parler du viager parce que c'est une question qu'un auditeur m'a posée il y a une semaine. Est-ce que c'était intéressant d'investir en viager? Du coup, j'ai décidé de parler du viager, de vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? On va voir ça tout de suite. Alors, premièrement, déjà, c'est quoi un viager?
Un viager, c'est une vente en fait d'un bien immobilier. C'est une personne qui va te vendre son bien et qui va définir un bouquet et une rente à lui verser jusqu'à son décès. Clairement, c'est pas toi le rentier, tu vois. Mais alors, pourquoi faire un viager, surtout pour la personne en fait qui veut mettre son bien en viager? Eh ben, il y a plein de choses. Déjà, ça peut lui rapporter une grosse somme d'argent. Ça peut lui rapporter pas mal directement. Ça peut mettre du beurre dans les épinards. Par exemple, je te prends une personne qui a sa maison qui est finie de payer, mais qui malheureusement n'a pas investi, etc., etc. Il a juste sa résidence principale, mais il a une retraite ric-rac, tu vois. Donc ça peut lui mettre du beurre dans les épinards. En gros, le principe du viager, c'est une vente immobilière normale, mais tu achètes un bien qui est moins cher que le prix du marché. Mais par contre, alors c'est un peu, comment dire, c'est un peu une sorte de pari, même si j'aime pas trop, j'ai- j'extrapole vraiment beaucoup, hein, mais c'est un peu le pari sur la mort de la personne, tu vois. C'est-à-dire que clairement, en fait, tu vas miser sur la longévité de la personne. Tu peux acheter effectivement moins cher que le prix du marché. Et on va prendre un exemple. Allez, la dame a 70 ans. Je sais même pas pourquoi j'ai pris une dame, ça pouvait être un monsieur, mais on va rester sur une dame. Cette dame vend en, en viager sa maison. Elle a 70 ans, et bon, tu te dis, ok, allez, 3 ans, 3 ans, ça peut être pas mal. Allez, peut-être 5 ans, tu dis, allez, grand max, allez, c'est l'histoire de 5 ans, 75 ans, c'est bon, je récupère, tu vois. Et puis au final, tu te rends compte que 80 ans, 85, 90, 95, là, t'es en train de... T'as plus de cheveux sur la tête, et le viager, pour toi, ce sera pas une bonne affaire. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu plus en profondeur. Il y a deux sortes de viagers. Le premier type, c'est le plus démocratisé, c'est le viager occupé. En gros, le viager occupé, c'est la personne reste vivre dans le logement, elle définit un certain bouquet. Le bouquet, c'est une somme que tu vas devoir lui verser directement. Et puis, elle va définir une rente que tu vas lui verser jusqu'à la fin. Pas 5 ans, pas 10 ans, non. Jusqu'à ce qu'elle meure, clairement. Donc, on va prendre un exemple pour imaginer la chose. Alors, cette dame a une belle maison estimée à 400 000 euros, prix du marché. 400 000 euros. Elle décide de mettre sa maison en viager et elle demande donc un bouquet de 250 000 euros. Donc c'est une somme que tu vas devoir verser directement, 250 000 euros, et une rente de 1000 euros. 1000 euros par mois, donc ça fait 12 000 euros à l'année. Ok? Donc effectivement, sur le moment, à l'instant T, tu achètes largement moins cher que le prix du marché. Mais là, imaginons, la petite dame, elle vit encore 15 ans. On reste sur l'exemple de la dame à 70 ans. 70 ans plus 15, ça fait 85. C'est pas déconnant, tu vois. C'est pas déconnant. Donc au final, tu te dis peut-être que bah, t'es gagnant. Tu te dis, ouais, son bien est estimé à 400 000, je l'achète 250 000, 1000 balles par mois, ça va, tu vois. Elle vit 15 ans. Bah, au final, t'as payé 12 000 euros par an fois 15, ça te fait 180 000. Plus les 250 000 euros du bien, on est à 430 000 euros. 430 000. Donc là, déjà, clairement, tu as surpayé ton bien. Donc tu es perdant. Par contre, effectivement, on va prendre le cas inverse. Imaginons que la dame, au moment où tu fais le viager, elle ne vit que 5 ans après. Et bien, effectivement, le bien qui vaut 400 000, tu l'as acheté à 310 000. Donc, effectivement, là, tu as fait une très très bonne affaire. Au bout de 5 ans, tu peux revendre ou prendre possession des lieux si tu as envie, etc. Tu vas te faire, si tu le revends, une belle plus-value déjà de base. Imaginons que le prix du marché a stagné, on est resté à 400 000. Déjà de base, si tu revends demain, tu te prends 90 000. Alors effectivement,
90 000, si on fait 90 000, hop, on va faire le calcul ensemble. 90 000 divisé par 5, ça te fait 18 000 euros par an. On pourra dire que tu as gagné 18 000 euros par an, tu vois. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est une bonne affaire. Mais malheureusement, le viager, en général, c'est quand même à l'avantage de la personne qui met son bien en viager. Parce qu'elle n'est pas bête. Elle est pas bête. Elle va pas mettre son bien en viager alors qu'elle sait que potentiellement, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, elle va mourir. En général, ceux qui font ça, c'est des personnes qui sont en bonne santé, etc., etc. Alors bien sûr, la mort ne prévient pas, hein. Tu peux t'endormir et pas te réveiller le lendemain. Mais j'extrapole un peu. Donc ça, c'était le premier type de viager. Le viager occupé. La personne, elle reste vivre dans son logement. Mais par contre, il y a un deuxième type de viager. La différence de occupé, c'est libre. Donc c'est le viager libre. Ici, la dame, elle va te vendre son logement libre. C'est-à-dire que elle sera pas dans les lieux. Elle sera pas dans son logement. Donc tu pourras jouir réellement du bien, pouvoir louer, etc., etc. Il faut savoir que ce type de viager, contrairement au viager occupé, il est plus cher. Le bouquet et la rente vont être plus élevés parce que c'est un viager libre, donc clairement plus élevé par rapport à un viager occupé. Tout simplement en fait pour expliquer parce que tu vas avoir la jouissance totale du bien. Donc tu vas pouvoir le louer, tu vas pouvoir faire du Airbnb si tu as envie, voilà, tu vas pouvoir faire ce que tu veux dans le logement parce que ça sera toi, tu auras la possession, tu auras la jouissance. Donc là on a expliqué un peu ce qu'est le viager. Maintenant on va se positionner vraiment en tant qu'investisseur. Est-ce que moi je pense que c'est un bon investissement, investir dans du viager? Eh bien clairement, pour moi non, c'est pas un bon investissement. Pour moi c'est clairement une mauvaise affaire, surtout si tu commences dans l'immobilier, et souvent c'est effectivement des débutants par exemple là, euh, l'auditeur qui m'a contacté sur Instagram, c'était un débutant, il n'a pas encore acheté, il s'est dit que ça serait peut-être un peu plus safe, le prix du marché était moins cher, etc. etc. Et clairement, c'est une mauvaise idée de faire ça, surtout quand on commence dans l'immobilier. Parce que clairement, tu te tires une balle dans le pied. Tu commences directement avec une opération où tu dois mettre de l'argent tous les mois. Donc déjà, ta capacité d'endettement, elle est flinguée. Parce que en général, tu fais quand même un prêt pour payer le bouquet. Et de deux, tous les mois, tu n'as aucune rentrée locative. Par contre, tu as une sortie. Donc, au niveau de la capacité d'endettement, c'est considéré comme une charge et c'est pas fameux. Surtout, je t'enfonce bien le clou, mais je te rappelle qu'en ce moment, c'est un peu la merde pour obtenir des prêts. Donc, si tu commences directement avec un viager, laisse tomber. Là, tu t'es ruiné pendant quelques années. Quelques années. Surtout que euh, si tu arrêtes de payer, si tu te dis ouais, c'est bon, euh, fuck, j'arrête tout, eh ben, il n'y a pas de problème, mon ami, tu peux arrêter. Et là, je peux te dire que c'est jackpot total pour la personne qui a mis en viager. Parce qu'elle récupère son logement, elle garde ton bouquet et elle garde toutes tes rentes. Toutes tes rentes que tu as versées, tout est perdu. Tout est acquis à 100% pour la personne qui a mis en viager. C'est-à-dire que demain, même si comment dire, tu as des problèmes financiers, tu voulais continuer à payer, mais malheureusement, bah, tu ne peux plus, tout ce que tu as déjà versé à cette dame, elle garde tout. Et toi, basta, fini. Tu es en perte sèche de X milliers d'euros que tu te dis bye bye. Voilà. Donc, bon, le viager, voilà, hein, il n'y a pas de. Après, effectivement, quand tu as un parcours, et encore, hein, franchement, tu vois, ça se discute, mais peut-être sur des belles résidences, tu vois, vraiment sur la French Riviera, bien placé, des beaux apparts, etc.
quand tu es bien avancé, ça peut se discuter. Mais même quand tu as un beau parcours et que voilà, tu es avancé dans l'immobilier, je suis même pas sûr que ce soit plus rentable que qu'acheter clairement un logement et le mettre en location, l'exploiter, etc., etc., tu vois. Parce que c'est une perte sèche. C'est une perte sèche. Alors après, oui, tu peux faire des montages où tu achètes en viager et puis du coup, vu que c'est une dépense euh, pour assurer, c'est une charge du coup que tu viens imputer sur tes revenus. Bref, après cela, on est vraiment sur des, comment dire, sur des montages un peu plus poussés qui s'adressent absolument pas à des débutants, clairement. Mais ça se fait. Ça se fait. Mais moi, je reste d'avis que c'est une mauvaise affaire, surtout pour un débutant. Et ça, je le souligne, je signe même que c'est de la merde. Il ne faut pas faire ça quand on est débutant. Et même pour un parcours avancé, je suis même pas sûr que ce soit réellement avantageux de faire un viager. Effectivement, tu peux jouer au jackpot, hein, tu peux jouer au casino et te dire que voilà, tu vas faire le casse du siècle, t'achètes moitié moins cher que le prix du marché et la dame meurt dans 3 ans. Effectivement, là c'est jackpot. Mais par contre, t'as aussi la chance que la dame reste vivre dans ce logement pendant 20 ans, 30 ans. Hein, qu'est-ce qui te dit que cette dame-là va pas faire, va être centenaire, tu vois? Il n'y a rien. On ne connaît pas, on n'est pas Madame Irma, on ne sait pas. Hein. C'est comme la bourse, hein. On ne sait pas, les amis. Donc voilà, les amis, c'était l'épisode du jour sur le viager. J'espère que c'est un épisode qui vous aura plu. N'hésitez pas les amis, si j'ai quelque chose encore à vous dire. Le podcast est fini. Prenez 2 minutes de votre temps pour aller noter ce podcast. Si vous êtes sur un Apple device, vous allez sur Apple Podcast. Tu scrolles jusque graines d'investisseur et tu me mets un 5 étoiles et tu me mets un petit commentaire qui fait plaisir. Je dis ça juste tout simplement parce que j'ai regardé les chiffres la semaine dernière sur l'épisode du fondateur. Donc sur cet épisode, on était à 295 écoutes et j'ai 10 petites notes qui se battent en duel et je dois avoir 3 commentaires, il me semble, ou 4 commentaires. Donc les amis, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, un petit commentaire, ça va donner envie aux gens. Vous savez, les commentaires, c'est un peu la vitrine du podcast. C'est du référencement naturel, donc j'ai aucune action dessus. Donc c'est clairement vous qui faites ma pub. Exact. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc voilà les amis. En tout cas, dans tous les cas, même si vous ne le faites pas, ça me fait plaisir de vous faire les épisodes chaque semaine. Et la semaine prochaine, il y en aura encore un autre avec plaisir. Et bah, c'est tout bon pour cette semaine en tout cas. Je vous souhaite d'avancer, de faire plein de bonnes choses. Je vous rappelle les amis, 1% chaque jour par an, ça fait 365% d'amélioration. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!